Tout à fait, Vincent. Me voilà dans la galerie des Cotels, la plus vaste pièce du Grand Trianon. 53 mètres de long, 16 ouvertures vers les jardins extérieurs, absolument sublime. Le Grand Trianon, c'est quoi? C'est un désir, celui du roi Soleil, qui avait envie de plus d'intimité, de s'éloigner un petit peu du remue-ménage de la cour de Versailles. Et je vais retrouver le conservateur du patrimoine, Raphaël Masson, pour en savoir un peu plus. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire du Grand Trianon. Alors, le Grand Trianon, c'est assez simple. C'est vraiment l'envie de Louis XIV de quitter un peu le château de Versailles sans aller très loin. Il veut un palais à échelle humaine, quelque part. Il est à l'apogée de son règne et pourtant il a des envies un petit peu de reclusion, de tranquillité. Et il va décider de chacun des détails de la construction de ce palais. Il l'a vraiment imaginé. Alors, c'est l'un des chantiers, effectivement, où on peut suivre vraiment de très près le goût du roi. Il s'oppose à faire des toitures voyantes. Il s'oppose aussi à ce qu'on fasse un corps de logis en plein milieu de l'aile centrale. Il en fait une galerie, un péristyle qui va ouvrir sur les jardins, donner cette transparence extraordinaire au Grand Trianon. Il va choisir lui-même aussi le revêtement, le marbre rouge du Languedoc, ce marbre rose qu'il affectionne tout particulièrement et qui va orner absolument toutes les façades du château. Et ce qui montre vraiment la passion de Louis XIV pour les bâtiments, ça on la connaissait, mais pour le Grand Trianon, là c'est vraiment chez lui. Alors justement, vous parlez du péristyle qui est l'un des éléments architecturaux les plus remarquables de cette construction. Et ça nous raconte aussi cette volonté d'être dans le dedans et le dehors. Et cette galerie nous raconte aussi ce passage de l'un à l'autre. Oui, effectivement, ce jeu de transparence est voulu. On est dans la cour, mais on est déjà dans le jardin. Toutes les fenêtres nous invitent à aller à l'extérieur. On a une vue sur le Grand Canal, on a une vue sur tous les parterres. Et c'est vraiment... Et comble de raffinement, nous avons aussi toute une décoration, ces tableaux qui nous montrent des portraits de jardin. C'est vraiment une galerie de portraits, mais de jardin, et qui montre vraiment tout l'intérêt que Louis XIV avait pour ces jardins qu'il aimait vraiment avec passion. Alors, qu'est-ce qu'on vient voir quand on vient au Trianon? Alors déjà, on vient voir un lieu absolument admirable, avec des jardins fantastiques, une architecture très intéressante. On vient au calme aussi, on est beaucoup plus au calme qu'au château de Versailles même. Et puis on vient voir par exemple une magnifique collection de mobilier Empire, parce qu'on sait peu que le Grand Trianon abrite la plus belle collection de meubles Empire des collections françaises. Donc ça vaut vraiment le coup de venir au Grand Trianon. Moi, j'ai très envie d'avoir une petite visite particulière avec vous. Et puis, vous retrouvez-nous tout à l'heure pour le hameau de la Reine. On y va? On y va. Tout à fait, Vincent. Bienvenue au hameau de la Reine, un espace bucolique, idyllique, hors du temps, au cœur des jardins de Trianon. Alors, le hameau de la Reine, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de village à l'intérieur de Versailles. C'est le Versailles secret et intime de Marie-Antoinette. Elle veut s'éloigner de la cour, s'éloigner de l'étiquette qui est très stricte et elle veut aussi se rapprocher de ses enfants, en faire l'éducation, être concentrée sur leur éducation. Il faut savoir que l'édification du hameau se fait en deux temps. D'abord en 1777, ensuite en 1783. L'idée est de construire un petit peu quelque chose de plus simple, qui s'éloigne vraiment, qui tranche du faste et du caractère pompeux du château de Versailles. Derrière moi, vous pouvez voir la maison de la reine. Alors vous remarquez ce toit de chaume, ces colombages. On a une impression un petit peu de maison normande. C'est une inspiration, là encore, qui a été voulue par Marie-Antoinette. Alors pourquoi? Parce que c'était à la mode à l'époque et parce que elle est dans un désir de simplicité. Il faut se rappeler qu'elle a été élevée comme ça, qu'elle-même petite, elle gambadait dans les jardins des châteaux de Vienne avec ses frères et sœurs. Alors, d'abord, elle s'est occupée des jardins. Les jardins sont un parc à l'anglaise. C'est quoi un parc à l'anglaise? C'est de grands arbres, c'est un mélange entre les parterres de fleurs, mais aussi des plantes qui virevoltent et qui vont un petit peu dans tous les sens et qui tranchent radicalement avec les jardins à la française, qui sont très symétriques, qui sont très ordonnés. Le hameau de la Reine était réservé exclusivement à son usage et à celui de ses intimes, de ses proches. Elle avait trié sur le volet les courtisans et puis il y avait évidemment ses enfants. Alors, il faut savoir que les portes de ce hameau ont été fermées pendant près de 2 siècles. Et aujourd'hui, elles ouvrent au grand public. On a la chance de découvrir à la fois ces extérieurs, mais aussi les intérieurs, qui ont été vraiment heurtés par le temps, pas mal détruits. Il ne reste rien de Marie-Antoinette. Pourtant, on a reconstitué un mobilier qui rend hommage à Marie-Louise, qui était l'épouse de Napoléon et aussi la petite nièce de Marie-Antoinette. Donc on peut découvrir dans les intérieurs sublimes un mobilier empire absolument remarquable. Je n'ai qu'une chose à vous dire, il a fallu 3 ans de restauration, de travail acharné, près de 6 millions d'euros pour remettre un petit peu sur pied cet endroit. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère vraiment très particulière, très bucolique. Je vous invite à venir le découvrir parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir le voir. Venez découvrir le hameau de la Reine.